ma fille va s'installer avec son vrai père, et tu continueras à soutenir sa vraie famille financièrement, a déclaré ma femme, avec la plus grande désinvolture. Même après que je l'ai élevée pendant 18 ans, que j'ai tout payé, voilà que je ne suis plus qu'un simple distributeur de billets. Ils avaient oublié de résilier l'abonnement. J'ai tout payé. L'université, la voiture, l'assurance maladie, l'orthodontie, les camps d'été. Puis, un jeudi, pendant un dîner autour d'un poulet rôti, ma femme a mentionné comme si de rien n'était, que ma belle-fille allait vivre avec son père biologique. Mais tu continueras à payer, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que je me suis levé, que j'ai fait un seul sac, et que je suis parti. Que s'est-il passé ensuite? Disons simplement que le karma agit de manière mystérieuse, quand vous arrêtez d'être le guichet automatique de quelqu'un. Je m'appelle Black Amy. J'ai 47 ans, et j'ai passé les 18 dernières années comme ingénieur système, pour une entreprise technologique de taille moyenne à Denver. Un emploi stable, un salaire décent, le genre de stabilité qui vous permet de dormir sur vos deux oreilles. Du moins, c'était le cas avant. La bombe a explosé un jeudi. Ce n'était pas un jour particulier, juste une soirée ordinaire, après une longue journée à résoudre des pannes de serveurs, et à gérer des réinitialisations de mots de passe. Je suis rentré à la maison, et j'ai senti l'odeur du poulet rôti. Cela aurait dû être mon deuxième signal d'alarme. Lorraine ne cuisinait de vrais repas, que lorsqu'elle voulait quelque chose. Nous nous sommes assis à la table de la salle à manger, cette même table en chêne que j'avais montée moi-même, il y a 5 ans. Taylor était à l'étage, probablement en train de faire défiler les réseaux sociaux, ou d'envoyer des textos à Craig, bien que je ne le susse pas encore. Lorraine coupait son poulet avec une précision chirurgicale, évitant soigneusement mon regard. Taylor déménage, a-t-elle lancé, comme si elle commentait la météo. J'ai levé les yeux de mon assiette. D'accord, elle prend son propre appartement près du campus. Non. Lorraine a posé son couteau, et m'a enfin regardé dans les yeux. Elle va vivre avec son père biologique. Les mots sont restés suspendus en l'air, entre nous. J'ai senti ma mâchoire se crisper, mais j'ai continué à mâcher, lentement et machinalement. Mon cerveau faisait ce qu'il fait toujours dans ces moments-là, il accusait un retard sur la réalité, essayant de traiter une information qui n'avait aucun sens. 18 ans. 18 années de réunions parents-professeurs, de visites aux urgences pour des blessures sportives, et de lettres de motivation pour l'université que je l'avais aidé à corriger, en plein milieu de la nuit. 18 ans passés à être « papa » pour tout le monde, sauf sur les documents légaux. Quand, ai-je demandé, d'une voix blanche. À la fin du mois. Craig a un plus grand appartement maintenant, à Phoenix. Ils ont discuté, et elle pense qu'il est temps de renouer avec sa vraie famille. Vraie famille? Ces deux mots ont résonné d'une manière bien différente. Et tu es d'accord avec ça, ai-je demandé. Lorraine a haussé les épaules. C'est une adulte maintenant, Black. C'est son choix. D'ailleurs, a-t-elle ajouté en attrapant son verre de vin, tu vas continuer à l'aider pour les frais de scolarité et ses dépenses, n'est-ce pas? Pour la continuité. Voilà. C'était ça, le vrai sujet. Je n'étais pas son père. J'étais son distributeur de billets, un simple service d'abonnement. Et ils avaient oublié de résilier. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête une fois, j'ai fini mon poulet, et j'ai débarrassé mon assiette. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai fixé le plafond, écoutant la respiration de Lorraine à mes côtés, et j'ai pris une décision qui allait tout changer. Le vendredi matin s'est levé, avec un brouillard recouvrant Denver, comme si la ville elle-même essayait de cacher quelque chose. Je me suis réveillé à 5 heures comme d'habitude, mais au lieu d'aller au bureau, je me suis assis à la table de la cuisine. Avec mon ordinateur portable, et une tasse de café qui avait un goût métallique. Lorraine dormait encore à l'étage. Taylor était parti tôt, pour un soi-disant groupe d'études qui n'existait probablement pas. J'ai ouvert mon navigateur, et j'ai commencé le genre de travail pour lequel j'étais vraiment doué, l'administration de système. Sauf que cette fois, je ne réparais pas des serveurs. Je démantelais ma propre vie, un point d'accès à la fois. Premier arrêt, le portail de l'université. J'avais configuré le système de paiement automatique il y a 3 ans, quand Taylor avait commencé à la Colorado State University. Ma carte Visa, se terminant par 3847, y figurait comme source de financement principale. J'ai fixé ce numéro pendant une bonne minute,
repensant à toutes les fois où j'avais reçu des alertes de fraude, pensant qu'il s'agissait d'usurpation d'identité. Alors qu'en réalité, c'étaient les frais de scolarité d'une fille qui s'apprêtait à appeler un autre homme, papa. J'ai cliqué sur supprimer le moyen de paiement. Le système m'a demandé de confirmer. J'ai confirmé. Pas de notification par email, ni de pop-up, êtes-vous sûr? Le moyen de paiement a simplement disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Ensuite, l'assurance maladie. Je me suis connecté au portail des ressources humaines de mon entreprise, et j'ai ouvert le plan familial. Le nom de Taylor y figurait, dans la section des personnes à charge. Date de naissance, 15 avril 2003. Je me souviens de ce jour. Enfin, pas de sa naissance, je n'y étais pas, mais du jour où Lorraine m'avait demandé de l'ajouter à mon assurance. Taylor avait 7 ans. Elle venait de tomber de son vélo, et avait besoin de points de suture. Pas d'assurance, pas d'argent, pas d'option. Juste temporairement, avait dit Lorraine, jusqu'à ce que je me remette sur pied. 18 ans plus tard, elle était toujours sur mon plan. J'ai sélectionné retirer une personne à charge, et j'ai tapé un motif, n'est plus éligible. Le système a traité la demande pendant environ 10 secondes, puis a confirmé la modification. Avec effet immédiat. Le fonds d'études 529 a pris plus de temps. Je l'avais ouvert quand Taylor avait 13 ans, en me disant que je devrais peut-être commencer à anticiper, comme un vrai père. J'avais déposé $200 par mois pendant 9 ans. Le solde s'élevait à 21 468 $. Pas assez pour changer la vie de quelqu'un, mais suffisamment pour compter. Je ne pouvais pas simplement retirer l'argent sans pénalité, mais je pouvais changer de bénéficiaire. Le formulaire me demandait à qui je voulais transférer les fonds. Je suis resté là, à regarder le curseur clignoter, puis j'ai tapé un nom auquel je n'avais pas pensé depuis des années. Mon fils, issu de mon premier mariage, Cameron. Il avait 25 ans maintenant, et travaillait dans la construction à Boise. Il ne se souvenait probablement même pas de mon existence, après que sa mère les ait emmenés loin de moi, quand il avait 8 ans. Mais il était mon vrai fils, mon sang. Et si quelqu'un méritait cet argent, c'était bien lui. J'ai soumis le formulaire. Le système a envoyé un email de confirmation à mon adresse personnelle, celle que Lorraine ne connaissait pas. Le temps que le soleil ne se lève complètement sur les Rocheuses, j'avais déjà annulé le compte Spotify familial. J'avais retiré Taylor de mon Amazon Prime, et supprimé son accès au profil Netflix partagé. De petites choses. Des choses qu'elle ne remarquerait pas immédiatement, des choses qui cesseraient simplement de fonctionner un jour, comme un abonnement qu'on oublie de renouveler. J'ai fermé mon ordinateur portable, et je suis monté faire un sac léger. Un sac de sport, du genre de ceux que j'utilise pour mes déplacements professionnels le week-end, quand les serveurs plantent dans d'autres bureaux. 3 jeans, 5 chemises, mes affaires de toilette, mon ordinateur, et le disque dur externe contenant 18 ans de photos de famille. Celles que j'avais été assez stupide pour organiser et sauvegarder. Lorraine était sous la douche quand je suis parti. Je pouvais entendre l'eau couler, l'entendre fredonner une chanson pop que Taylor aimait bien. Ce son m'a retourné l'estomac. Non pas de tristesse, mais de colère. Une colère pure, et limpide, face à la facilité avec laquelle elle vivait tout ça. J'ai laissé mon alliance sur le comptoir de la cuisine, à côté de la cafetière. Je n'ai pas laissé de mots. Qui avait-il à dire? Elle avait rendu les conditions assez claires pendant le dîner. J'étais la banque, pas la famille. Le trajet jusqu'à la maison de mon frère, à Colorado Springs, a duré 90 minutes. Derek avait toujours été l'élément imprévisible de notre famille. Celui qui ne s'était jamais posé, qui n'avait jamais adhéré au rêve du mariage et du crédit immobilier. À cet instant précis, je l'enviais. « Tu as une mine affreuse », a dit Derek en ouvrant la porte. Il tenait une bière à la main, même s'il était à peine 9 heures du matin. J'ai besoin d'un endroit où rester quelques jours, peut-être une semaine. Il s'est écarté, sans poser de questions. C'était ça, la grande qualité de Derek. Il avait lui-même traversé 2 ruptures difficiles. Il savait reconnaître le moment où un homme a davantage besoin d'espace et de silence, que de conseils. J'ai posé mon ordinateur sur la table de sa cuisine, et je me suis remis au travail. Il restait encore quelques détails à régler. La carte de fidélité du supermarché semblait être une mesquinerie, mais je l'ai supprimée quand même. Cette carte était liée à mon numéro de téléphone, et nous donnait des réductions sur tout,
du lait à l'essuie-tout. Qu'elle paie le prix fort pendant un moment. Le contrat de location de la Subaru de Taylor était plus complexe. J'en étais le co-signataire, ce qui signifiait que je ne pouvais pas simplement l'annuler, sans détruire ma cote de crédit. Mais je pouvais arrêter de faire les paiements. La société de location saisirait la voiture après 90 jours de non-paiement, et l'impact sur mon dossier de crédit serait minime, puisque je n'étais que le co-signataire. J'ai mis un rappel sur mon téléphone, pour suspendre le paiement automatique de la location, avec effet immédiat. Ensuite, j'ai ouvert ma boîte mail, et j'y ai trouvé un message. C'était la confirmation que j'attendais, Cameron, mon fils, était désormais le bénéficiaire du fonds 529. 21 000 $. Un argent dont il ignorait encore l'existence. Peut-être que je le lui dirai un jour. Ou peut-être pas. Dans tous les cas, cet argent n'irait pas à Taylor. Mon téléphone a vibré. Lorraine. J'ai coupé la sonnerie, et j'ai posé le téléphone face contre table. Derek est entré dans la cuisine avec 2 bières, et m'en a fait glisser une. Tu vas me dire ce qui s'est passé? Taylor part vivre avec son père biologique. Et Lorraine s'attend à ce que je continue à tout payer. Derek a pris une longue gorgée, et a hoché la tête lentement. Et tu n'as rien dit. Je suis juste parti. Il a levé sa bière. Parfois, c'est la meilleure des réponses. Nous avons bu en silence. Et pour la première fois en 18 ans, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Les appels ont commencé le lundi matin. J'étais chez Derek, en train de travailler à distance, quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de Lorraine. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Puis un autre appel, et encore un autre. À midi, elle avait appelé cette fois. J'ai finalement écouté le premier message vocal, vers 13 h. Sa voix était tendue, mais contrôlée. Le ton qu'elle prenait quand elle essayait de ne pas avoir l'air paniqué. Black, où es-tu? Tu n'es pas rentré à la maison. Ton bureau dit que tu travailles à distance cette semaine. Rappelle-moi. Nous devons parler de tout ça comme des adultes. Des adultes. Quelle ironie, venant de quelqu'un qui avait défini l'intégralité de mon rôle dans sa vie, sans même me demander mon avis. Le deuxième message, laissé 1 heure plus tard, avait une énergie différente. Black. Sérieusement, ce n'est plus drôle. Taylor demande où tu es. Appelle-moi, c'est tout. Je l'ai effacé, et je suis retourné au travail. Le mercredi après-midi, tout a basculé. J'étais en pleine visioconférence, quand mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Le nom de Lorraine clignotait en boucle. Puis le numéro de Taylor, puis Lorraine à nouveau. Le temps que ma réunion se termine, j'avais 12 appels manqués, et 3 messages vocaux. J'ai écouté le dernier. La voix de Lorraine résonnait à travers le haut-parleur. Elle n'était plus contrôlée, ni calme. Elle hurlait. Black, qu'est-ce que tu as fait? Le bureau du doyen vient d'appeler. Ils disent que l'aide financière de Taylor a été révoquée. Tout son dossier est annulé. Le paiement des frais de scolarité a été rejeté, et maintenant? Ils disent qu'elle pourrait perdre son logement. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai reposé le téléphone avec précaution. J'ai pris une grande inspiration. Derek était dans l'encadrement de la porte, les sourcils levés. C'est ta femme? Mon ex-femme. Techniquement, nous n'avons pas encore rendu ça officiel. Le téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, j'ai répondu, et j'ai mis le haut-parleur. Black. Enfin. Écoute, y a-t-il eu une sorte d'erreur avec l'université? Il n'y a aucune erreur, ai-je dit calmement. Silence à l'autre bout du fil. Alors, de quoi parles-tu? J'ai retiré mes informations de paiement du système. Je ne suis pas le père de Taylor. Vous l'avez dit très clairement. Par conséquent, je ne suis pas non plus son soutien financier. Tu n'es pas sérieux, Black. Elle va perdre sa place. Il parle déjà de la mettre en suspension académique, jusqu'à ce que la facture soit payée. Ça ressemble à un problème pour son père, ça. Son vrai père, Craig, c'est ça? Celui avec qui elle va habiter. Craig n'a pas ce genre d'argent. Tu le sais très bien. Alors je suppose qu'elle aurait dû y réfléchir, avant de décider que je ne faisais pas partie de sa famille. La voix de Lorraine a changé. Elle est passée de la panique au venin,
en une fraction de seconde. Tu es rancunier. C'est cruel. Non, Lorraine. Ce qui est cruel, c'est d'élever quelqu'un pendant 18 ans, pour s'entendre dire qu'on est remplaçable. Ce qui est cruel, c'est d'attendre de moi que je finance une vie, dans laquelle je ne suis pas le bienvenu. Je suis juste pragmatique. Black, je t'en prie. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro, puis j'ai bloqué celui de Taylor, juste au cas où. Derek a sifflé entre ses dents. Froid comme la glace, mon frère. Je n'ai rien dit, fixant le téléphone. Je suis juste fatigué d'être chaleureux avec des gens, qui me traitent comme un distributeur de billets. Le lundi matin, je suis entré dans les bureaux de Patterson & Klein. Un cabinet d'avocats du centre-ville, spécialisé dans ce que leur site web appelait pudiquement, les transitions familiales complexes. Traduction, ils s'occupaient des divorces où les gens jouaient salement. La réceptionniste était plus jeune que Taylor. Elle portait des écouteurs, et tapait à une vitesse qui m'a laissé penser qu'elle avait été élevée par des ordinateurs. Monsieur Michi? Maître Patterson va vous recevoir maintenant. Robert Patterson ressemblait au genre d'homme qui jouait au golf avec des juges, et qui avait des sénateurs en numérotation abrégée. Cheveux argentés, costume sur mesure, et un bureau avec vue sur les montagnes. Il m'a serré la main, avec la force de quelqu'un qui avait écrasé des hommes bien meilleurs que moi lors de négociations. Alors, a-t-il dit en s'installant dans son fauteuil en cuir, votre femme s'attend à ce que vous continuiez à financer les études de votre belle-fille, après que ladite belle-fille a décidé de s'installer avec son père biologique. Ça, c'est la version courte. Et vous avez déjà retiré votre soutien financier. Tout, frais de scolarité, assurance maladie, paiement de voiture, tout. Patterson a souri. Pas un sourire chaleureux. Un sourire de prédateur. Bien. Vous avez établi des limites claires. Maintenant, assurons-nous qu'elles restent établies. Vous avez mentionné au téléphone que la maison est uniquement à votre nom. Refinancée il y a 4 ans. Lorraine a cédé sa part de propriété, pour améliorer les conditions du prêt. A-t-elle reçu des conseils juridiques indépendants avant de signer? J'ai secoué la tête. Je ne pense pas. Je lui ai dit que c'était pour des raisons fiscales. Encore mieux. Patterson a ouvert un dossier, et a fait glisser un document sur le bureau. Ceci est une requête en séparation de corps, avec intention de divorcer. Elle protège vos actifs immédiatement, et établit que vous n'avez aucune obligation financière envers elle. Ni envers sa fille. Nous inclurons également une clause exigeant le remboursement des dépenses que vous avez couvertes pendant le mariage, et qui dépassaient votre part équitable. Nous pouvons faire ça? Nous pouvons demander n'importe quoi. Obtenir gain de cause est une autre question, mais cela la met immédiatement sur la défensive. Il s'est penché en avant. Monsieur Michi, j'ai besoin de savoir quelque chose. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? J'ai repensé à ces 18 années. À chaque match de football, à chaque pièce de théâtre de l'école, à chaque trajet nocturne vers les urgences. Au fait de n'être appelé par mon nom, que lorsque celui de Craig était prononcé. À cette conversation à table, où j'étais devenu un simple service d'abonnement, juste bon à payer ce qui était nécessaire. Patterson a hoché la tête. Alors, parlons de la procédure de communication des pièces. Je veux les relevés financiers des 5 dernières années. Chaque achat qu'elle a effectué, chaque dépense qu'elle a justifiée comme étant pour le foyer, mais qui était en réalité pour elle-même. Nous allons monter un dossier. Prouvant que vous avez été exploité financièrement. Pendant l'heure qui a suivi, il m'a guidé à travers la stratégie. Geler les comptes conjoints. Documenter chaque SMS et message vocal. Demander une ordonnance restrictive, si elle se pointait chez Derek. Se préparer à ce qu'elle riposte durement. Encore une chose, a dit Patterson, alors que je me levais pour partir. Le père biologique de votre belle-fille. Ce Craig Walsh. Savons-nous quelque chose sur lui? Pas grand-chose. Il est à Phoenix. Il n'a pas payé la pension alimentaire de façon régulière. Cherchez s'il a des dettes en cours, ou un casier judiciaire. Ces informations pourraient nous être utiles. Cela montre un schéma d'irresponsabilité, et renforce votre position. Je suis sorti du bureau avec un dossier rempli de documents à signer, et une date d'audience fixée à dans 3 semaines. Sur le chemin vers mon pick-up, mon téléphone a vibré.
Un email du service de la comptabilité étudiante de la Colorado State University. Cher Monsieur Michi, nous avons bien reçu votre demande d'annulation de votre autorisation en tant que parrain financier pour Mademoiselle Taylor Chin. Cette modification a été traitée. Veuillez noter que le compte de Mademoiselle Chin présente désormais un solde impayé de 14 230 $ pour le semestre en cours. Le nom de jeune fille de la mère de Taylor était Chin. Elle l'avait gardé lorsqu'elle m'avait épousé. Taylor l'utilisait aussi, bien que je lui ai proposé de prendre mon nom de famille à ses 18 ans. J'ai transféré l'email à Patterson, avec un message d'une seule ligne, documentation du retrait de soutien. Ensuite, je suis retourné chez Derek, j'ai ouvert une bière, et j'ai attendu la prochaine explosion. Tout a commencé par un texto de mon ami Carlos, un gars avec qui j'avais travaillé pendant 5 ans, avant qu'il ne déménage à Austin pour un meilleur emploi. Mec, c'est à propos de toi. Il avait joint la capture d'écran d'une publication Reddit, provenant d'un forum de potins universitaires. Le titre m'a retourné l'estomac, une fille largue son beau-père pour son père bio. Maintenant, elle est fauchée et pleure. Le karma dans toute sa splendeur. J'ai ouvert le lien, et j'ai commencé à lire. La publication était anonyme, mais les détails étaient trop précis pour que ce soit une coïncidence. Il y a cette fille dans ma fac qui a toujours été un peu capricieuse, vous voyez le genre, sac de marque, nouvelle voiture tous les 2 ans, voyage d'études à l'étranger, la totale. Elle disait toujours que son beau-père était sympa. Mais que ce n'était pas son vrai père. Et qu'elle prévoyait de renouer avec son père bio, qui est apparemment un gros bonnet maintenant. Eh bien. Devinez quoi? Elle a emménagé avec le père bio le mois dernier. Grand post sur Instagram sur le fait de trouver sa vraie famille et les nouveaux départs, avec une photo d'eux tenant les clés de leur maison. Tout le monde disait, ah. Tant mieux pour toi. Avance rapide jusqu'à la semaine dernière. Sa voiture a été saisie en plein milieu du parking étudiant. Ensuite, son portail de logement a été bloqué, parce que le paiement de ses frais de scolarité a été refusé. Puis, elle a découvert que son assurance maladie était annulée. Apparemment, le beau-père payait absolument tout. Et quand elle est partie, il a juste arrêté. Il a complètement disparu. Il ne répond ni aux appels, ni aux emails, il s'est volatilisé. Maintenant, elle pleure dans le centre étudiant. En disant à quel point tout ça est injuste. Sa mère rend le bureau d'aide financière complètement fou. Il s'avère que le père bio est fauché comme les blés. Il ne peut l'aider en rien. Et le beau-père, froid comme la glace, a totalement coupé les ponts. Dans les commentaires, certains disent qu'il est cruel. Mais honnêtement, élever quelqu'un pendant 18 ans, tout payer, juste pour se faire jeter à la seconde où le père bio se pointe. Je ferais probablement la même chose. À jouer à des jeux stupides, on gagne des prix stupides. La publication comptait 3000 votes positifs, et plus de 600 commentaires. Je les ai fait défiler, regardant des inconnus disséquer ma vie, comme s'il s'agissait d'un podcast de faits divers. Sans blague. Tu n'es pas le père, il n'a pas à payer. Le beau-père est une légende. Elle a joué avec le feu, et elle s'est brûlée. Imaginez appeler quelqu'un pas mon vrai père, tout en encaissant ses chèques. L'audace. Le père bio est probablement revenu dans sa vie parce qu'il voulait quelque chose. Un classique de père indigne. Certains commentaires défendaient Taylor. Ils me qualifiaient de vindicatif. Ils disaient que je punissais une fille, simplement parce qu'elle voulait connaître son père biologique. Cela était massivement rejeté sous une avalanche de votes négatifs. Quelqu'un avait trouvé l'Instagram de Taylor. Ce n'était pas difficile, vu la description dans le post. Ils avaient publié des captures d'écran dans les commentaires, dont celle d'elle et Craig tenant la clé. Nouveau départ, disait la légende, avec un emoji cœur. Les commentaires sur cette capture d'écran étaient brutaux. Comment ça se passe pour toi? J'espère que cette clé ouvre vers une demande d'emploi. Peut-être que Craig peut payer tes frais de scolarité en visibilité. Derek est entré, et m'a vu fixer mon téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Ma vie vient de devenir un post sur Reddit. Il a lu par-dessus mon épaule, et a sifflé. C'est dur. Tu crois que Taylor est au courant? Si elle ne l'est pas, elle le sera bientôt. C'est en train de devenir viral. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu.
Tu es un lâche, et tout le monde le sait. Tu as ruiné sa vie, parce que ton ego ne pouvait pas supporter la vérité. Je l'ai bloqué. Un autre message est arrivé, d'un numéro différent. J'espère que tu es fier de toi. Elle va devoir abandonner ses études à cause de toi. Puis un autre. Tu es pathétique. J'ai éteint le téléphone, et je l'ai jeté sur le canapé. Derek m'a regardé avec inquiétude. Ça va? Ouais, ai-je dit, surpris de réaliser que c'était vrai. Je vais bien. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je sais ce que j'ai fait, et pourquoi je l'ai fait. Et si Internet veut s'en mêler, grand bien leur fasse. Derek a levé sa bière, à l'art de savoir quand partir. J'ai trinqué avec ma bouteille, à l'art de savoir quand on en a marre d'être utilisé. L'appel est arrivé à 2 heures du matin, 3 semaines après que le post Reddit est devenu viral. J'étais chez Derek, profondément endormi, quand mon téléphone s'est mis à vibrer sur la table de nuit. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Allô, monsieur Michi, a demandé une voix de femme, professionnelle mais fatiguée. Ici l'hôpital général de Denver. Nous avons Taylor Shine dans notre service des urgences. Vous figurez comme sa personne à contacter en cas d'urgence. Je me suis assis, complètement réveillé. Que s'est-il passé? Elle est arrivée avec une grave détresse respiratoire. Une crise d'asthme. Elle est stable maintenant, mais nous devons discuter de son traitement, et des informations liées à son assurance. Mon esprit a fait un bond en arrière. Taylor, a 14 ans. Sa première grosse crise d'asthme, lors d'un voyage en camping. J'avais roulé à 140 km/h jusqu'à l'hôpital le plus proche, pendant qu'elle utilisait son inhalateur toutes les 5 minutes. Sa respiration était superficielle, et paniquée. J'étais resté assis dans cette salle d'attente pendant 6 heures, jusqu'à ce que les médecins me disent qu'elle était hors de danger. Quel est son état, ai-je demandé. Stable, mais elle a besoin d'une ordonnance pour un inhalateur plus puissant, et d'un suivi avec un pneumologue. Le problème, c'est que son assurance a été refusée. Le compte indique qu'elle n'est plus couverte par votre police. C'est exact. Je l'en ai retiré il y a 6 semaines. Silence à l'autre bout du fil. Je vois. Eh bien, sans assurance, la visite aux urgences à elle seule coûte environ $4000. L'ordonnance et le suivi seront facturés en supplément. Et vous m'appelez, pourquoi? Parce que vous êtes son contact d'urgence, et qu'elle n'a personne d'autre à appeler. Le numéro de sa mère est tombé directement sur la messagerie vocale. Nous avons essayé de contacter son père biologique à Phoenix, mais sans réponse. J'ai fermé les yeux, en réfléchissant. $4000, plus les médicaments, plus les rendez-vous de suivi. Tout ça parce qu'elle avait décidé que Craig était son vrai père. Monsieur Michi, vous êtes toujours là? Je suis là. Que se passe-t-il si la facture n'est pas payée? L'hôpital mettra en place un plan de paiement directement avec elle. Nous pouvons également l'orienter vers des programmes d'aide financière, et des cliniques de santé communautaire pour ses soins continus. Alors faites ça. Elle a 22 ans. Elle est responsable de ses propres frais médicaux. Une autre pause. Monsieur, elle demande à vous parler. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Monsieur Michi, elle est très bouleversée, et... Je ne suis pas son père. Elle l'a dit très clairement. Orientez-la vers l'aide financière, et passez une bonne nuit. J'ai raccroché avant que l'infirmière ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, non pas de colère, mais par l'effort absolu que cela m'avait demandé de dire non. Tous mes instincts me hurlaient de conduire jusqu'à cet hôpital, de payer la facture, et de rester avec elle jusqu'à sa sortie. Mais cet instinct m'avait été inculqué au cours de 18 années passées à jouer au père. Ce n'était pas réel. C'était juste une habitude, dont je devais me défaire. Derek est apparu dans l'encadrement de la porte, l'air endormi. C'était qui? L'hôpital. Taylor a fait une crise d'asthme. Elle va bien, elle est stable. Il voulait que je paie. Derek a hoché la tête lentement. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit qu'elle était adulte, et que ce n'était pas ma responsabilité. Derek a scruté mon visage. Ça va? J'ai réfléchi à cette question. Est-ce que j'allais bien? Je ne me sentais pas comme un homme qui venait de refuser de sauver quelqu'un de la noyade. Mais je savais aussi que,
si je plongeais maintenant, je me noierais aussi. Entraîné vers le fond par des gens, qui n'avaient besoin de moi que lorsque ça les arrangeait. Ouais, ai-je fini par dire. Je vais bien. Mais je n'ai pas dormi du reste de la nuit. Une semaine après l'incident de l'hôpital, j'ai reçu l'appel de quelqu'un dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis 5 ans. Sarah Winters, mon ancienne collègue, de mon ancien travail dans une start-up technologique à Boulder. Nous avions travaillé ensemble pendant 3 ans. Nous avions construit toute l'infrastructure informatique de l'entreprise à partir de zéro, puis nous avions suivi des chemins séparés lorsque la start-up avait été rachetée. Black Amy, a-t-elle dit quand j'ai décroché. J'ai entendu dire que tu étais célibataire maintenant. J'ai ri malgré moi. Les nouvelles vont vite. C'est un petit milieu. Écoute, je t'appelle parce que j'ai une proposition à te faire. J'ai lancé ma propre société de conseil en cybersécurité il y a 2 ans. Nous grandissons vite, nous prenons des entreprises clientes. Et j'ai besoin de quelqu'un qui connaît l'architecture système sur le bout des doigts. Ça t'intéresse? J'ai toujours un emploi pour le moment. Mais à moins que je ne lise mal la situation, tu prévois probablement de quitter Denver très bientôt. Elle n'avait pas tort. Le télétravail depuis chez Derek commençait à devenir pesant, et je savais que je devrais finir par retourner au bureau, ou déménager complètement. Quel genre de poste, ai-je demandé? Associé. 40% des parts, ce qui équivaut à ton mot à dire dans les décisions de l'entreprise. Un salaire de $140 000, plus une participation aux bénéfices. Nous sommes basés à Seattle, mais la plupart de notre travail se fait à distance de toute façon. Tu pourrais travailler d'où tu veux. Je me suis redressé. 40% des parts. Tu les vaux bien. J'ai vu ton travail. De plus, j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance, et qui ne va pas me la faire à l'envers. Ça vaut plus que de l'argent. Quand aurais-tu besoin d'une réponse? Le plus tôt possible. J'ai 3 autres candidats, mais tu es mon premier choix. Nous avons discuté pendant encore 30 minutes, de l'entreprise, des clients, et de la vision globale. Quand j'ai raccroché, j'ai réalisé que Sarah venait de m'offrir une porte de sortie, qui n'impliquait pas de m'enfuir. Elle impliquait de courir vers quelque chose de meilleur. J'ai appelé Patterson, mon avocat, cet après-midi-là. À quelle vitesse pouvons-nous finaliser ce divorce? Tout dépend de sa résistance. Si elle conteste le partage des biens, ça pourrait prendre 6 mois. Si elle signe tout, 30 jours. Faites-lui une offre qu'elle ne pourra pas refuser. Je lui donnerai $25 000 en espèces comme accord de règlement. Elle s'en va. Pas de dispute, pas de réclamation sur la maison ou quoi que ce soit d'autre. C'est généreux, compte tenu du fait qu'elle n'a aucune base légale pour réclamer quoi que ce soit. Ce n'est pas de la générosité. C'est de la rapidité. Je veux que ce soit réglé vite. Patterson a dit qu'il rédigerait les documents. J'ai raccroché, et j'ai commencé à faire mes cartons pour de bon cette fois. Pas juste pour quelques semaines, mais pour toujours. Ce soir-là, mon téléphone a vibré à la réception d'un email. C'était Taylor. Objet, s'il te plaît, lis ça. J'ai failli le supprimer. Failli. Mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Black, je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi. Je sais que j'ai tout gâché. La facture de l'hôpital a été transmise à une agence de recouvrement, et je ne peux pas la payer. J'ai essayé de contacter Craig. Mais il ne répond pas. Il n'a pas répondu depuis 2 semaines. Je crois qu'il m'a bloqué. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, mais il a juste disparu. Maman ne m'aide pas, parce qu'elle est fauchée aussi. Elle a dû retourner vivre chez tante Monica. Parce que tu as gardé la maison. Je vais probablement devoir abandonner la fac. Je ne peux plus rien me payer. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Je suis désolé de ne pas t'avoir apprécié à ta juste valeur. Je suis désolé d'avoir appelé Craig mon vrai père. Je suis désolé pour tout. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Ou que tu m'aides. Je voulais juste que tu le saches. Je l'ai lu 2 fois. Ensuite, j'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis sorti dans la nuit du Colorado, où les montagnes se dressaient, sombres, contre un ciel pourpre. Et je n'ai absolument rien ressenti. Déménager à Seattle, c'était comme entrer dans une version différente de ma propre vie.
Une vie où je n'étais pas défini par ce que j'avais perdu, mais par ce que je construisais. L'entreprise de Sarah fonctionnait depuis un bureau élégant, près du marché de Pike Place. Rien que des murs de verre, et des bureaux assis debout. Dès ma première semaine, j'ai conclu 2 contrats majeurs avec des entreprises technologiques, qui cherchaient à moderniser leur infrastructure de sécurité. L'argent était bon, le travail était stimulant. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avancer, au lieu de simplement faire du surplace. Mais le vrai changement s'est produit un samedi matin, 3 semaines après mon arrivée. J'étais dans un café près de mon nouvel appartement, en train de travailler sur des propositions pour des clients, quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu, avec un indicatif 208. Boise. Allô? Est-ce que c'est Black Amy? A demandé la voix hésitante d'un jeune homme. Oui, c'est moi. C'est Cameron. Cameron Michi, ton fils. J'ai failli faire tomber le téléphone. Cameron. Il avait 25 ans maintenant. Je ne l'avais pas vu depuis l'âge de ses 8 ans, quand sa mère, Jennifer, les avait emmenés à Boise après notre divorce, m'écartant petit à petit de sa vie. J'avais payé la pension alimentaire religieusement, pendant 10 ans. J'avais envoyé des cartes d'anniversaire qui étaient restées sans réponse. J'avais passé des appels qui n'avaient jamais été retournés. Finalement, j'avais arrêté d'essayer. Ça faisait trop mal de continuer à tendre la main vers quelqu'un, qui ne vous la tendait pas en retour. Cameron, ai-je dit, la voix enrouée. Comment m'as-tu trouvé? Le transfert du fonds 529. J'ai reçu une notification la semaine dernière, m'informant que j'étais désormais le bénéficiaire d'un compte d'études, d'une valeur de 21 000 $. Je ne comprenais pas pourquoi. Alors, j'ai appelé l'institution financière, et ils m'ont donné tes coordonnées. Papa. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, je lui ai tout raconté. À propos de Lorraine, de Taylor. À propos des 18 années passées à être le père de quelqu'un, qui avait décidé que je n'étais pas son vrai père. À propos de la conversation à table qui avait mis fin à tout ça, de mon départ silencieux, de la coupure financière, et de ma décision de lui transférer le fonds d'études de Taylor. Cameron a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. Alors, tu m'as donné l'argent qui était destiné à ta belle-fille, a-t-il dit finalement. Tu es mon fils, mon vrai fils. Si quelqu'un le mérite, c'est bien toi. Je n'ai pas besoin d'argent pour l'université, papa. Je m'en sors bien. Je dirige ma propre équipe de construction maintenant. Je gagne bien ma vie. Il a fait une pause, et j'ai pu entendre quelque chose d'inattendu dans sa voix. De l'émotion. J'aimerais te voir. Si tu es d'accord, j'aimerais rencontrer mon vrai père. Nous nous sommes rencontrés 2 semaines plus tard, dans un dîner à Cœur d'Allen, à mi-chemin entre Seattle et Boise. Je suis arrivé en avance. Je suis resté assis dans mon pick-up, sur le parking, les mains tremblantes comme un adolescent à son premier rendez-vous. C'était mon fils, ma chair et mon sang. Et j'avais raté 17 ans de sa vie. Cameron est entré, ressemblant à une version plus jeune et plus brute de moi-même. Même carrure, même mâchoire, même façon de bouger, comme s'il était toujours prêt pour le prochain défi. Il m'a repéré immédiatement, et s'est approché avec une assurance que je lui enviais. Tu as bonne mine, a-t-il dit en me serrant la main. Sa poigne était forte, calleuse, à cause de ses années de travail dans la construction. Toi aussi. Je suis désolé de ne pas avoir été plus présent pendant que tu grandissais. Maman n'a pas rendu les choses faciles. Je le comprends maintenant. Je ne suis plus un gamin, et j'en ai assez vu du monde pour savoir que les relations sont compliquées. Il s'est assis, et m'a regardé droit dans les yeux. Mais je veux apprendre à te connaître maintenant. Pas juste des cartes de Noël et des appels téléphoniques. Je veux une vraie relation avec mon père. Nous avons parlé pendant 4 heures, de son entreprise de construction, de mon nouveau partenariat avec Sarah, et de sa petite amie, Maya. Elle était enceinte de 6 mois de leur premier enfant. Mon premier petit enfant. Une fille, qu'il prévoyait d'appeler Emma. Tu as une chance d'être grand-père, a dit Cameron, alors que nous terminions le dessert. Si tu le veux. Je sais que je ne peux pas te rendre les années que nous avons perdues, mais nous pouvons commencer à partir d'ici. Je le veux, ai-je dit, et ma voix est sortie plus rocailleuse que je ne l'avais prévu. Je veux tout ça. Cameron a souri,
et c'était comme me regarder moi-même, il y a 20 ans. Bien, parce qu'Emma va avoir besoin d'un grand-père qui soit présent. Je suis rentré à Seattle ce soir-là, en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois, peut-être des années. Pour la première fois depuis cette fameuse conversation à table avec Lorraine, j'avais l'impression d'avoir de nouveau une famille. Une vraie famille. Pas une famille bâtie sur des obligations, des chèques et de l'utilité, mais une famille bâtie sur le sang, le choix, et les secondes chances. 8 mois après mon déménagement à Seattle, j'étais dans la file de contrôle de sécurité rapide à l'aéroport de SeaTac, en route pour une conférence sur la cybersécurité à San Francisco. La vie était devenue belle, vraiment belle. Mon partenariat avec Sarah avait dépassé toutes les attentes que nous nous étions fixées. Nous avions triplé notre clientèle, embauché 12 nouveaux employés, et je venais de recevoir mon premier chèque de participation aux bénéfices, 35 000 $. Cameron et moi nous parlions chaque semaine, et j'avais pris l'avion pour Boise à 2 reprises, afin de lui rendre visite, à lui, Maya, et la petite Emma. Elle avait les yeux de son grand-père, et le sourire de son père. Je vérifiais ma carte d'embarquement sur mon téléphone, quand je l'ai vue. Taylor. Elle se trouvait à une vingtaine de mètres, au kiosque à café près du point de contrôle de sécurité. Au début, je n'étais pas sûr que ce fût vraiment elle. Elle avait l'air différente, plus mince, plus âgée. Ses cheveux étaient tirés en arrière, en une queue de cheval négligée. Elle portait un uniforme bleu pâle, le genre de blouse que portent les assistantes médicales ou les étudiantes infirmières. Elle était à la caisse, en train de compter la monnaie sortie de sa poche pour se payer un petit café. Des pièces de 25, 10 et 500. Elle les comptait 2 fois, pour être sûre d'avoir assez. Le barista avait l'air impatient. Une file d'attente se formait derrière elle. Nos regards se sont croisés à travers le terminal. La reconnaissance a immédiatement traversé son visage, suivi par autre chose. De la honte, peut-être, ou des regrets. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte, comme si elle allait m'appeler, me faire un signe, ou faire n'importe quoi pour combler les 20 mètres et les 8 mois qui nous séparaient. J'ai détourné le regard. J'ai pris mon bagage à main, j'ai avancé dans la file de sécurité, et je n'ai pas regardé en arrière. Derrière moi, je n'ai rien entendu. Pas de bruit de pas courant pour me rattraper. Pas de voix appelant mon nom. Juste le bruit ambiant de l'aéroport. Des milliers de personnes traversant leur vie, la plupart étant de parfaits inconnus les uns pour les autres. J'ai passé la sécurité, j'ai remis mon ordinateur portable et mes chaussures, et j'ai marché jusqu'à ma porte d'embarquement, sans jeter un seul regard par-dessus mon épaule. Alors que je m'asseyais dans la salle d'attente, mon téléphone a vibré. Un SMS de Cameron. Maya a commencé le travail ce matin. Le bébé arrive en avance. Tu peux venir? J'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne, et j'ai modifié mon vol. San Francisco pouvait attendre. Ma petite fille, non. 20 minutes plus tard, j'embarquais dans un autre avion à destination de Boise. Alors que l'avion quittait la porte d'embarquement, j'ai regardé par le hublot, vers le terminal, une dernière fois. Quelque part dans ce bâtiment, Taylor était probablement encore en train de compter sa monnaie pour un café. Se demandant ce qu'était devenue sa vie, se demandant comment elle était passée d'une étudiante avec un avenir brillant, à une assistante médicale luttant pour se payer l'essentiel. Mais ça, ce n'était plus mon problème. Mon problème, c'était d'arriver à Boise à temps pour rencontrer Emma, d'être là pour Cameron, d'être le grand-père et le père que je n'avais jamais eu la chance d'être auparavant. Certains ponts, on les brûle intentionnellement. D'autres, on arrête simplement de les entretenir, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent sous leur propre poids. Quoi qu'il en soit, j'avais fini de regarder en arrière. J'avais une famille qui m'attendait, une vraie. Cette fois, l'avion a décollé, et Seattle a disparu sous les nuages.